commençons un petit peu. Eh bien, merci à tous d'être là. Si, j'ai entendu qu'il y en a qui venaient juste de découvrir, donc n'hésitons pas, si on a une discussion sur le nucléaire, à regarder le programme de Cheminade de 2017. J'ai re-regardé ça hier et il y a quand même beaucoup de... il y a clairement les directions que propose Solidarité et Progrès sur le nucléaire et sans doute sur les sujets qu'on va discuter ce soir. Donc, je propose ça. Et donc, pour ces sujets de ce soir, eh ben, Monsieur Tristan Camine ou Messieurs Tristan Camine et Camilo Cordero ont accepté de venir nous parler de leurs idées et de leurs expériences, ou alors de répondre à nos questions. Ça dépendra de... Ce sera assez libre. On va faire d'abord une partie où on va écouter ce qu'ils ont à nous dire, tout simplement. Tristan Camine, peut-être, j'ai demandé à Camilo qui a accepté de commencer, donc si ça te va, on fera comme ça. Camilo, tu pourras te présenter un peu plus si tu veux. Tu es étudiant en sciences physiques, en nucléaire, donc peut-être pas directement les milieux industriels, mais je crois que tu as une vision très politique quand même du nucléaire et de ce qu'il faudra en faire. Et Tristan Camine, corrige-moi si je me trompe, ingénieur sûreté ou sécurité, ingénieur sûreté dans les installations nucléaires, et assez calé normalement sur les questions de cycle du combustible nucléaire et sur la gestion des déchets radioactifs. C'est la question la plus polémique du monde. Juste pour que vous sachiez, j'ai vu il y a l'actualité un tout petit peu du nucléaire. J'ai trouvé une vidéo de la SFEN, donc la Société française de l'énergie nucléaire, qui a fait une vidéo le 21 janvier qui parle des nouveaux réacteurs, des réacteurs modulaires, des Small Modular Reactors, SMR, à pas confondre avec les MSR, mais bref. Donc je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions en ce moment sur tout ça, donc c'est intéressant d'entendre ceux qui en parlent d'un point de vue économique et scientifique. Et un truc rigolo, enfin rigolo, c'est pas forcément, mais c'est il y a 3 jours, il y a les écologistes de Lyon, emmenés par Sylvain Godinot, qui sont en train de lancer une offensive contre la centrale de Bugey. Et ils sont en train de demander à l'autorité de sortie nucléaire de ne pas accorder la prolongation de l'exploitation de la centrale pendant 10 ans. Quelque chose qui doit être décidé cette année ou l'année prochaine. Donc le nucléaire, c'est quand même très politique. Il y a des choses qui doivent se décider et des choses qui doivent se dire. Et merci encore aux invités d'être là. Et je propose, Camilo, si tu veux bien commencer, de nous dire ce que tu as sur le cœur. Ok, donc bonjour à tous. Je m'appelle Camilo Cordero Ramirez. Je suis un doctorant au commissariat à l'énergie atomique et je suis un amoureux de l'infini potentiel créateur humain. Et je voudrais parler aujourd'hui sur le potentiel de l'énergie nucléaire. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer dans l'avenir d'un point de vue très personnel. Et je voudrais lier cette idée avec l'idée de croissance. Et c'est une croissance qui n'est pas définie comme typiquement elle est définie, sinon définie pour le bien-être de tout le monde, pour que tout le monde ait une vie digne. Je voudrais commencer avec une citation de Maria Skłodowska-Curie qui dit que rien n'est à craindre et tout est à comprendre. Je pense que c'est important pour ce thème. Si vous voulez une référence un peu moins personnelle, moins subjective, il y a Kurzgesagt qui a fait des vidéos super sur le nucléaire. Donc, je commence par une question: pourquoi le nucléaire? Et ma première réponse, c'est à cause de la densité énergétique. Donc, la densité énergétique, c'est combien d'énergie on peut extraire de matière. Donc, ici, j'ai utilisé les mégajoules par kilogramme. Donc, mégajoule, c'est une unité d'énergie et kilogramme, c'est combien de matière. Et avec ce slide, je voudrais faire une illustration, à mon avis, de mon point de vue, d'une histoire résumée de l'humanité. Donc, d'en bas vers le haut, c'est du passé vers le futur. Et ici en rouge, j'ai mis les choses que je pense qui sont importantes et qui vont en lien avec la maîtrise de différents types d'énergie. Et donc, par exemple, je pense qu'on peut être d'accord que la découverte du feu, elle a été importante pour l'humanité. Et elle nous a permis de faire plein de choses
bien intéressante. Et je pense qu'on est content avec nos ancêtres d'avoir continué à utiliser le feu parce que ça nous a aidé quand même pour plein de choses. Et plein d'années plus tard, après la découverte du feu, il y a eu la révolution industrielle. Et c'était une étape où il y a eu plein de croissance, il y a eu plein de changements dans l'humanité, et ça a donné une capacité d'accueil plus importante aux humains. Et ça va en lien avec la maîtrise du combustible, soit le charbon, soit le gaz naturel. Et ce qui est important à voir, c'est qu'il y a une augmentation de la densité énergétique par rapport au bois. Le charbon, il est presque 2 fois plus dense énergétiquement, et le gaz aussi, presque 2 fois plus. Et une fois qu'on peut faire le lien entre les révolutions de la pensée et de la technique et le développement et la qualité de vie des gens, bon, surtout en Europe et les pays riches, je pense que il faut faire lien entre la révolution de la pensée et la capacité d'utilisation des combustibles. Et avec la révolution de la mécanique quantique et de la relativité, on a pu comprendre les mécanismes pour la fission de l'uranium, et avec ce chiffre-là, les 80 millions de mégajoules par kilogramme, comparé aux 50 mégajoules par kilogramme, ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même prendre ça très au sérieux. Ça va nous donner une capacité de production et une capacité d'améliorer la vie de tout le monde. Donc, les signes d'interrogation, c'est les révolutions qui sont à venir. Donc, on est proche d'avoir la fusion de l'hydrogène, et peut-être un jour, on aura des réacteurs à l'antimatière. Et c'est intéressant parce qu'il y a toujours une croissance dans la densité énergétique. Ce slide, c'est pour donner une idée, pour illustrer l'autre raison pour laquelle je pense que le nucléaire il devrait être mis en place. Donc, c'est l'abondance des ressources. Donc ici, à gauche, il y a les différents types de technologies des réacteurs. Et selon les types de réacteurs, on a ici à droite la quantité d'années possibles qu'on pourrait continuer à utiliser l'énergie nucléaire. Donc ici, le current fuel cycle, donc ce qu'on fait en ce moment, et avec la quantité d'énergie qu'on produit avec les réacteurs nucléaires, si rien ne changeait, si on ne faisait rien, on aurait 300 ans pour d'énergie nucléaire. Et si on voulait faire de l'énergie nucléaire, que tout le monde fasse de l'énergie nucléaire, non, c'est pas grave. Et ça, c'est le conventionnel, les ressources conventionnelles d'uranium, c'est-à-dire sans prendre en compte tout l'uranium qu'il y a dans l'océan et l'uranium qui est présent sur la Lune. Et donc, ici, les dernières techniques pour les réacteurs, donc les technologies plus avancées, elles nous permettraient d'avoir des milliers d'années d'énergie. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une abondance et qu'on peut penser à partager plus cette ressource pour que tout le monde puisse avoir accès à cette énergie. Donc, ça nous laisse le temps aussi d'avoir d'autres révolutions et de trouver d'autres moyens pour produire de l'énergie, toujours avec la densité énergétique en tête. Donc, ici, rapidement, ce qui est en vogue maintenant pour ce qui pourrait venir dans l'avenir pour les réacteurs, c'est les Small Modular Reactors, qui sont que là, tous les pays qui font du nucléaire, ils sont en train de faire leur design pour ce genre de réacteur. Ils sont très intéressants parce que le fait qu'ils soient petits, ça donne la caractéristique de safe by physics. Et donc, c'est quelque chose d'intelligent d'utiliser la physique comme technique de sûreté. Et ça, on peut le comprendre comme avec une casserole, par exemple, 2 casseroles, une grande, une petite. Et les deux casseroles, elles ont de l'eau à 100 degrés. Et on peut voir on sait que
la casserole la plus petite, elle va dissiper la chaleur plus vite. Donc, le fait de dissiper la chaleur rapidement, ça rend le réacteur plus sûr. Et modulaire, ça veut dire qu'il est produit un peu à la fois. On peut le faire un seul design qui va se répéter beaucoup de fois. Et donc, ça réduit les prix et ça réduit aussi les complexités de construction. Il y a aussi les réacteurs à neutrons rapides, fast reactors, qui ont la capacité de brûler les déchets nucléaires et aussi d'utiliser l'uranium appauvri. Et l'uranium appauvri, il y en a beaucoup. Et aussi, bien sûr, la fusion thermonucléaire qui, on arrive. Bientôt, on aura quelque chose de vraiment sérieux. Il y a beaucoup de gens qui se moquent un peu de ça, mais ça vient. Et je me pose la question, d'où vient l'uranium? En fait, l'uranium, il vient des collisions des étoiles à neutrons. Mais sérieusement, l'uranium qui vient en France, il vient du Niger. Et la question que je veux poser, c'est est-ce qu'au Niger, il pourrait avoir une industrie nucléaire? Donc, bien sûr que oui, mais il faut arrêter avec la France-Afrique. Il y a un besoin de stabilité politique et de solidarité et de progrès pour arriver à cette stabilité politique. Après, il faudra créer des centres de recherche nucléaire pour, par exemple, produire des isotopes médicaux pour les hôpitaux et aussi pour la formation des ingénieurs qui vont eux-mêmes déterminer les besoins de leur pays. Après ça, il faut développer un organisme, il faut utiliser un organisme indépendant, régulateur, qui va veiller sur toute la gestion de tout ce qui a à voir avec le nucléaire, comme l'autorité de sûreté nucléaire en France. Donc ma proposition, qui est peut-être naïve, c'est que la France pourrait participer à la construction de plein de réacteurs pour le Niger, soit des EPR, soit des SMR, Astrid ou tout ce dont ils auront besoin. Et mon opinion personnelle, c'est que l'énergie nucléaire pourrait être excédentaire, on pourrait produire plus d'énergie que ce dont on a besoin, et celle qui est excédentaire pourrait être stockée sous forme d'hydrogène, ou pour la production d'aluminium, de ciment, d'acier, ou plein d'autres options, par exemple la désalinisation de l'eau, ou remplissage de réservoirs d'eau, et il y a une infinité d'options pour utiliser une énergie de surplus qui pourrait être produite. Donc à nouveau, c'est peut-être naïf, mais j'assume. Ici à droite, je voulais montrer plus ou moins cette idée que, en fait, en ce moment, la production d'énergie, elle s'ajuste toujours à la demande d'énergie. Et moi, je me dis, on pourrait produire plus que la demande, et quand il y a plus d'énergie produite, cet excès d'énergie, il peut être stocké pour d'autres utilités qui vont être toujours, on aura toujours besoin. J'espère que j'ai fait les 10 minutes, et c'est bon pour moi. Super, merci. Tu arrives précisément à 10 minutes, félicitations. Tristan, si tu entends encore, tu es toujours là, j'espère qu'on ne t'a pas perdu. Je suis toujours là. Camilo vient de parler de perspectives quand même à très long terme et à très grande échelle. Il parle de réacteurs aussi safe by physics, comme il dit. Je crois que ça veut dire des réacteurs qui seront intrinsèquement sûrs. Est-ce que toi qui es dans le monde de la sûreté des installations nucléaires, tu peux nous en dire là-dessus, sur la réalité aujourd'hui de ce que c'est tout ça, parce que c'est quand même... il y a le long terme, mais il y a ce qu'on pourrait faire aujourd'hui et il y a l'état des choses aujourd'hui. Donc toi qui es dedans, ce serait peut-être intéressant. Ou sinon, si tu veux commencer par ce que tu veux et amener d'autres éléments, je t'en prie. Non, mais je peux déjà répondre à ta question. Quand en fait la notion d'intrinsèquement sûr, c'est une notion qui me donne un peu qui me hérisse le poil, parce que c'est une façon de manière un peu simpliste de se laisser convaincre ou de se convaincre que tous les risques sont maîtrisés sans avoir rien à faire, alors que même dans ces réacteurs-là, qui sont effectivement, par leur physique, moins, comment dire, ils accumulent moins de risques, donc ils sont évidemment plus faciles à gérer pour des raisons physiques. Il y a toute une série de questions d'ingénierie, d'aléas internes et externes qui restent toujours d'actualité. Et pour moi,
la notion de sûreté intrinsèque, à mes yeux, c'est un terme qui est un peu trop marketing. Et qui, pour anticiper un peu sur la suite de la discussion, c'est un terme qui comment dire? Qui engage la responsabilité de la filière nucléaire. Si on commence à affirmer publiquement que ces réacteurs-là sont intrinsèquement sûrs, qu'ils se développent et qu'on finit malgré tout par avoir des accidents, on va à nouveau rompre avec la confiance, que les populations ont ou auront ou n'auront toujours pas, envers la filière. Donc, vraiment ça c'est un terme que je pense qu'il y a à prohiber. Par contre, CSMR, oui, ils ont donc voilà, en raison de leur petite taille, des atouts qui sont certains, sur le papier en tout cas, parce que pour le moment, ils sont pleins de promesses, mais ils ont que des promesses à offrir. Ils se développent peu à peu, il y a des certifications qui sont obtenues pour pouvoir construire des prototypes en Amérique du Nord surtout. Je crois que les Anglais sont aussi pas mal engagés sur cette piste-là, mais pour le moment, leurs promesses, on attend encore qu'ils les tiennent. Non pas qu'ils n'y arrivent pas, mais c'est que faut leur laisser le temps. Et comment dire? Je miserai pas tout dessus non plus. Voilà, je pense qu'il y a un certain détachement à avoir encore aujourd'hui parce que les promesses pourraient encore ne pas être tenues. Camilo, quelque chose? Oui, moi, je suis d'accord avec Tristan et je vois ça se voit qu'il est ingénieur de sûreté. Et c'est un commentaire que je trouve que c'est un commentaire d'ingénieur. Les ingénieurs, ils vont bien sûr faire beaucoup d'analyses et beaucoup ils vont mettre beaucoup de leur part pour que la sûreté elle soit assurée. Et je sais que c'est peut-être marketing, mais quand même le fait que la physique, safe by physics, pour moi, ça veut dire que la physique nous aide énormément dans tous les systèmes de sûreté. C'est tout. Du coup, est-ce que j'enchaîne sur ma petite présentation ou s'il y a encore des questions vas-y, avant? Ouais, Si très tu bien. veux, ouais. Du coup, ce que je vous représente ici, c'est le mix énergétique français. Donc je dis bien énergétique, c'est-à-dire toutes les consommations d'énergie en France et pas seulement l'électricité, depuis les années 60. Avec en la courbe blanche les émissions de CO2 directes qui sont liées à ce mix énergétique. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a eu, c'est bien une croissance économique et donc une croissance énergétique des années 60 jusqu'au milieu des années 2000 à peu près. Une période qui reposait beaucoup initialement sur le pétrole, une période du coup de montée des émissions de CO2 qui correspondait à cela, et puis au fur et à mesure que le nucléaire venait assumer cette croissance, puis se substituer en partie au pétrole et un petit peu au charbon et un petit peu au gaz, une redescente de ces émissions à un niveau qui est encore pas acceptable aujourd'hui, mais qui est plutôt excellent, rapporté à notre économie ou à nos populations pour les pays développés. C'est juste une façon de montrer à quel point, du point de vue climatique, le nucléaire a un impact qui a été observable, donc qui est vraiment réel. Ça s'est fait savoir, c'est quelque chose qui est admis la plupart des échelons. Toutefois, une des limites qui est soulignée même par le GIEC au sujet du nucléaire, c'est un problème d'acceptabilité par le public et donc par les politiques, en tout cas dans les démocraties. Et ce qui coince en termes d'acceptabilité publique et politique, en général, ce sont les déchets. Donc ça, c'est l'imagerie populaire des déchets que je vous présente là. En vérité, les déchets les plus problématiques, les déchets qu'on dit de haute activité, ça ressemble à ça. 1,30 m de haut, 40 cm de diamètre à peu près. Ce sont sous cette forme-là que sont conditionnés la majorité des déchets radioactifs. Et pour comprendre pourquoi je fais cette distinction entre déchets de haute activité, la majorité, etc., il faut se plonger un petit peu dans les chiffres. Les déchets, on les regroupe généralement en 5 grandes familles, en fonction à la fois de la durée de leur activité, de leur radioactivité, le temps qu'ils mettent à redevenir inoffensifs, et de l'intensité de leur rayonnement. Du coup, on va partir du bas de ce graphique. Les déchets qu'on appelle TFA, de très faible activité, des déchets qui sont quasiment un niveau de radioactivité qu'on retrouve dans la nature, en fait. Vous voyez qu'ils représentent 30% du volume, à peu près, et en fait, une part absolument négligeable de la radioactivité. Et si on monte d'un cran, on a les déchets qu'on appelle de faible et moyenne activité à vie courte.
des déchets radioactifs, mais suffisamment peu pour être gérés de manière assez standard, comme des déchets conventionnels ou dangereux, et qui représentent 60% du volume. Vous voyez qu'en 2 catégories, on a des déchets qui représentent quasiment rien en termes de radioactivité sur l'ensemble de l'inventaire qu'on a aujourd'hui en France, mais on a déjà balayé 80%, soit 90% du volume. On a une catégorie un petit peu bâtarde qui sont les déchets de faible activité, mais à vie longue, donc des déchets qu'il faut gérer sur le long terme, même si le risque est assez faible. Vous voyez qu'on est sur un volume de 5-6% de l'inventaire aujourd'hui et un peu moins, enfin à peu près 0,1% de la radioactivité. Et puis arrivent enfin les déchets de moyenne activité à vie longue et de haute activité à vie longue. Ceux-là, vous voyez, qui représentent du coup 99,9% de la radioactivité de tous les déchets que l'on a aujourd'hui en France, pour quelque chose comme 3% du volume. Si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'il faut vraiment faire une distinction entre les quantités d'un côté, quand on parle de grosses quantités de déchets, on parle de déchets peu radioactifs, peu dangereux, qu'on sait déjà gérer, et puis les déchets hautement radioactifs, qui sont aujourd'hui au cœur des débats, et par contre, dont il faut avoir en tête qu'ils présentent de très faibles quantités. Et ce sont du coup ces déchets de moyenne activité et de haute activité à vie longue qu'on destine au stockage géologique, mais ça, on va y revenir une fois qu'on aura expliqué un peu comment ils sont produits. Donc les déchets de moyenne activité à vie longue, donc la deuxième catégorie dans ce tableau-là, on va pas en parler plus que ça parce que ce sont des déchets métalliques qui chauffent pas, s'il n'y avait que cela, on saurait les gérer assez facilement finalement. Je vais surtout vous parler un peu de ce qu'on appelle les déchets de haute activité. Parce que ceux-ci sont produits, sont un peu une spécificité française. Dans la plupart des pays nucléarisés au monde, lorsque le combustible nucléaire a séjourné dans un réacteur nucléaire, il séjourne entre 3 et 5 ans, il est considéré, le combustible dans son intégralité, comme un déchet de haute activité, extrêmement radioactif, qui chauffe énormément. Et en France, on a une petite spécificité, c'est qu'on retraite. Alors, on n'est pas les seuls, le Japon le fait un peu, le Royaume-Uni l'a fait pendant un temps, la Russie le fait un petit peu aussi. Mais la France est vraiment le leader dans ce domaine-là. Et retraiter, ça veut dire qu'on va le découper et le dissoudre pour séparer les différents constituants, récupérer notamment le plutonium. Alors historiquement, on le récupérait à des fins militaires. Ça fait peut-être 30 ans, 40 ans que c'est plus le cas. On le récupère pour le recycler dans des réacteurs nucléaires, refaire du combustible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cycle du combustible. Je pense qu'on en pourra en reparler. On récupère aussi l'uranium qui représente en fait la très grande majorité du combustible usé. C'est-à-dire qu'initialement, on a 100% d'uranium en matière fissile, en matière fissile. Et après les 3-5 ans en réacteur, on a encore 95% d'uranium. Donc ça aussi, on le récupère. Autrefois, on l'a recyclé, on a arrêté de le recycler, on recommencera dans quelques années à le recycler. Voilà, ça fait partie du cycle. Et puis, il reste le reste en fait. Tout ce qui n'est pas valorisable et qui forme les déchets. Et notamment qui va former les déchets de haute activité. Qu'en France, on va d'abord dissoudre sous forme liquide, puis qu'on va sécher, calciner, incorporer à du verre et couler dans les conteneurs que je vous montrais à l'instant, dans des installations comme celle que vous avez normalement en photo, qui est une cellule, on appelle une cellule, c'est une enceinte, une pièce entièrement fermée, inaccessible, dans lequel s'opère la vitrification, donc c'est-à-dire le conditionnement sous forme de verre des déchets radioactifs. Une fois ceci fait, ces déchets de haute activité, il faut savoir que ces déchets qui sont, donc j'arrête pas de le dire, extrêmement radioactifs, couramment on dirait que ça crache la mort. Concrètement, au contact d'un de ces colis, il y a des doses mortelles reçues par l'homme en quelques minutes, maximum, peut-être même quelques dizaines de secondes. Donc ces déchets sont manutentionnés à distance par des ponts, des moyens téléopérés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre pendant un temps dans des puits. Alors pendant un premier temps, dans des puits ventilés, c'est-à-dire qu'il y a des ventilateurs qui vont faire circuler l'air pour assurer qu'il ne chauffe pas, pour évacuer la chaleur de ces déchets. Et puis dans un second temps, on va les entreposer dans d'autres puits qui sont toujours ventilés, mais cette fois juste par tirage naturel, par convection naturelle. Et c'est quelque chose qui est une solution de gestion qui est assez durable en fait, parce que ces infrastructures ventilées par convection naturelle, des infrastructures qui peuvent tenir au bas mot un demi-siècle, probablement elles peuvent rester stables pendant un siècle,
c'est extrêmement sûr, puisque du coup, ça n'a pas besoin de courant, ça a besoin de très peu de maintenance. Donc c'est des déchets qu'on sait gérer, contrairement à ce qu'on entend au quotidien. On sait gérer les déchets radioactifs, même les plus radioactifs. Le souci est que cette gestion demande, voilà, je dis c'est pérenne pour un siècle. Sous-entendu, si on garde cette gestion-là, dans un siècle, il faut ressortir les déchets, vérifier que ce ne soit pas dégradé, le colis en inox, là, reconstruire un bâtiment avec des puits ventilés, les remettre dedans et refaire ça tous les siècles. Et ce, pendant des millénaires. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on considère qu'il n'est pas durable, parce qu'on ne peut pas faire le pari. En tout cas, il serait très osé de faire le pari que notre civilisation se pérennisera pendant aussi longtemps et pourra assurer tous les 100 ans ou tous les 300 ans à la limite la réextraction de ces déchets et la remise dans des nouveaux puits. Et c'est pour ça qu'on a cette ambition de les stocker dans un confinement géologique, c'est-à-dire dans la roche, en profondeur. Alors pourquoi en profondeur? C'est surtout pour que ce soit hors d'atteinte et des effets climatiques, des effets inondations, incendies, des activités humaines, des aires glaciaires par exemple. Voilà, c'est l'intérêt de le mettre en profondeur. Et pourquoi dans des couches de roches? C'est parce qu'on a identifié en fait des roches dont les propriétés, non, j'ai rien à vous montrer plus là-dessus, dont les propriétés, ces roches-là, sont telles que, comment dire, la couche de roche qui fait quelques dizaines de mètres est quasiment imperméable. Donc ces déchets qu'on viendrait mettre dans la roche, alors déjà, vu qu'ils sont dans un emballage en inox, ils vont rester stables pendant probablement quelques siècles. À l'intérieur, je disais, c'est du verre, c'est un peu comme de l'obsidienne, vous savez, le verre volcanique, là, donc qui est comme on récupère des verres volcaniques qui a des milliers d'années au moins. Donc c'est quelque chose qui va encore être très très pérenne. Mais on considère qu'à long terme, de l'eau va finir par corroder l'inox, va finir par ronger le verre, et donc de l'eau souterraine qui va se charger en radioactivité. Mais l'atout de ce stockage géologique, c'est que la couche de roche étant quasiment imperméable, cette eau qui va se charger en radioactivité va mettre tellement de temps à migrer, à se propager dans la roche jusqu'aux nappes phréatiques ou jusqu'à la surface, que le temps que tout ce cycle se fasse de corrosion, de piégeage de radioactivité, de propagation de l'eau contaminée, le temps que ça prendra tout cela, en fait, l'essentiel de la radioactivité aura disparu. Parce que la radioactivité, vous le savez, ça diminue avec le temps. Et là, on parle d'échelles de temps qui vont être des échelles de temps géologiques, qui vont se compter en dizaines ou centaines de milliers d'années. Voilà. Donc, les déchets radioactifs, aujourd'hui, à échéance humaine, on sait les gérer. Et pour le très long terme, pour les générations futures, pour les espèces vivantes futures, parce qu'à l'échelle de 10 000 ans, c'était même pas pour les hommes qu'on fait ça, on a identifié une solution qui reste encore à peaufiner, à mettre en œuvre, mais cette solution existe. Donc, je vais faire le lien avec la présentation de Camilo, qui se projetait vraiment sur l'avenir. Les déchets radioactifs ne sont pas un prétexte, ne sont pas une motivation pour considérer que dans l'avenir, le nucléaire n'est pas une solution déployable. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Merci beaucoup. Alors, on va prendre des questions. Cyprien, je vais les poser un petit peu en commençant par les premières. Ok, il y avait la question de Benjamin, si tu veux, qui m'avait l'air intéressante sur le... Pour Tristan, ouais. Je t'ai vu plusieurs fois batailler sur Twitter avec Greenpeace ou des militants ELV. Est-ce que les militants écologistes traditionnels ne sont pas les pires ennemis de l'écologie du fait de leur sectarisme envers une énergie de plus en plus dense? Alors, les pires ennemis, j'irai peut-être pas jusque-là, mais ils luttent pas dans le bon sens. Et c'est d'autant plus grave qu'ils donnent l'image d'être les écologistes, ceux qui protègent l'environnement, ceux qui protègent le climat, alors qu'ils ont tendance à très souvent nager à contre-courant. Donc en ça, ils sont une nuisance. Après, en tout bon fond, on peut leur accorder de au moins sensibiliser les esprits à ces questions, même s'ils sensibilisent avec de très mauvais arguments, de très mauvaises informations. Donc je vais pas dire que ce sont les pires ennemis. C'est pas eux qui extraient et qui brûlent le pétrole, le gaz, le charbon, mais ils sont des bons alliés, ces gens-là. Alors peut-être la question de Mathias, qui est assez générique, mais qui s'adresse à la fois à Tristan et à Camilo. Quelle est la situation et l'avenir de l'industrie nucléaire française, Alstom, Areva, EDF, et quel est pour vous l'avenir de la fission nucléaire?
Camilo, je te laisse commencer peut-être. Je pense que la France, il y a déjà des décisions qui ont été faites. Et peut-être, parce ils avaient commencé à parler de plusieurs EPR. Donc ça, c'est des rumeurs que je pense que ça va devenir concret un jour. Donc il y aura des EPR. Après, la demande énergétique, elle croît, et cette croissance, il faut la nourrir d'une façon ou d'une autre, et ça dépend beaucoup des politiciens, malheureusement. Oui. Et la fission, j'ai pas compris la question de la fission. Est-ce que ça a l'avenir? Je crois que c'était la question. Mais Oui. vu ta présentation, ça me paraît assez clair. C'était par rapport à la C'était quoi la France, question mais à de la la fission? filière française surtout, mais oui. Il y avait une autre question qui Alors, était... si tu permets, je veux juste de rapporter un vas-y, petit vas-y. complément sur la filière. Je pense que la filière nucléaire française aura du mal à se tourner vers l'international à niveau de la vente de réacteurs. Des EPR, on en vendra peut-être au Royaume-Uni et certains croient encore à l'Inde, et ça va s'arrêter là, à mon avis. Pour les SMR, je pense qu'on a pris trop de retard. Là où la France peut se positionner à l'international, c'est sur le reste, le cycle du combustible, l'ingénierie, mais pas sur les réacteurs en eux-mêmes. Et même en France, on est, là je rejoins Camilo, on est conditionné aux décisions politiques qui actuellement ont plutôt tendance, alors, jusqu'à il y a 6 mois, à laisser mourir la filière. Et on sent un regain d'intérêt en ce moment de la politique, mais est-ce que c'est trop tard? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que les financements, les soutiens vont être à la hauteur, ou si la filière va quand même se laisser mourir? Ça, pour moi, ça reste en suspens. Mais je suis sûr que Benoît nous racontera tout ce que fait Solidarité et Progrès en ce moment pour arriver à ça. Est-ce que Camilo, tu pourrais répondre à la question de Johanna qui demandait au-dessus ce qu'il en est au Costa Rica et ce que représenterait le déploiement du nucléaire? Est-ce que c'est celle-là? Voilà, je vous relis la question sinon. J'ai vu dans la description de ce débat que tu es costaricain. Quelle est la situation là-bas en termes de production d'énergie? Qu'est-ce que ça changerait pour ton pays s'il pouvait se doter de l'énergie nucléaire? Merci. Voilà. Donc nous, on fait beaucoup presque entièrement énergie hydraulique. Et récemment, on a commencé à exporter de l'énergie pour nos voisins en Amérique centrale. Donc, on a déjà beaucoup d'énergie, assez pour exporter. Mais je pense que, vu que On t'a perdu. En effet, Ouais, ouais, ça, tout ça le a monde a coupé, perdu. ouais. Tristan, sur le Costa Rica? Je n'aurai pas grand-chose de plus à dire. Je sais que effectivement, il se repose essentiellement sur l'hydraulique. Alors, une consommation d'électricité qui est faible par habitant, est-ce que c'est rapport à leur mode de vie, rapport au niveau de développement économique du pays? Je ne sais pas. En tout cas, cette faible consommation électrique par habitant, ils arrivent à la couvrir à peu près entièrement par les énergies renouvelables et très très largement par de l'hydraulique. Je crois un peu de géothermie, un peu d'éolien aussi. Mais il fait partie, le Costa Rica, de ces pays, de ces quelques pays dans le monde qui a des privilèges géographiques considérables, en pouvant faire quasiment du 100% énergie renouvelable, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays. En Europe, il y a la Norvège qui a ce cas-là, par exemple, ou l'Islande, mais ce sont des cas particuliers, en fait. En attendant, j'ai une question peut-être pour Tristan qui est sur la sûreté nucléaire. À quelle classe d'avion le blindage d'un réacteur peut survivre? Alors, le bâtiment réacteur, en général, c'est dimensionné aux avions jusqu'aux jets privés, si je me souviens bien. Et l'EPR, ça va être aux avions de ligne. Par contre, le reste des bâtiments, en fait, la philosophie qu'il y a dans le dimensionnement à l'avion, c'est de regarder la probabilité de chute par mètre carré de chaque classe d'avion en fonction de l'historique régional, des lignes aériennes, des aéroports proches. Et si la probabilité de toucher un organe important pour la sûreté dépasse certains seuils, alors on va mettre un blindage dimensionné à ce type d'avion. Donc en fait, ce ne sont quasiment que des cas particuliers, à part le bâtiment réacteur qui a ce qu'on appelle l'enceinte de confinement en béton armé. Mais en dehors de ça, c'est quasiment que des cas particuliers pour chaque site et pour chaque bâtiment. Il y a d'autres questions sur les déchets, là je vois. Quelqu'un pose la question, un mot peut-être sur le polonium 210. Une anecdote, c'est que c'est un radioélément naturel, descendant de l'uranium ou du thorium, je sais plus.
et qui a la particularité de se retrouver fortement concentré dans les feuilles de tabac. Donc les gros fumeurs, en plus des innombrables risques des fumeurs, s'exposent à une certaine non négligeable radioactivité inhalée, déposée dans leurs poumons directement, au travers du polonium 210, qui a servi, alors je ne saurais pas prononcer le nom, mais c'est cet isotope-là qui servait à empoisonner cet opposant russe dans les années 80 ou 90, je ne sais plus. Alors, il y a deux questions aussi un peu opposées sur la gestion des déchets. Il y a Reminovitch qui dit pourquoi ne pas envoyer les déchets nucléaires dans l'espace? Ne serait-ce pas développable? Et Johanna qui dit plutôt qu'est-ce que tu penses de la perspective de la transmutation des isotopes? Donc, deux questions de gestion des déchets. Du coup, les deux dernières questions, c'était donc dans l'espace, les déchets nucléaires, c'est juste impossible, c'est beaucoup trop risqué en fait. On parle de si géo, on parle de probabilité qui se compte en 1 sur des dizaines de millions d'avoir un impact faible local. Des fusées, il y en a 1 sur 100 qui éclate et qui disperse son contenu autour d'elle. Donc 1 sur 100, je pense que c'est l'ordre de grandeur, peut-être même plus que ça. Donc en termes de risque, c'est absolument impensable. Je parlais de développement de techniques catapultes, railgun et autres qui pouvaient fonctionner sur des masses denses et pas des fusées effectivement qui sont ingérables. J'avais précisé dans le message. D'accord. Ma connaissance, les systèmes de Railgun, sauf à les placer en très haute altitude, ont le mauvais goût de devoir avoir des telles vitesses initiales que les échauffements ont tendance à dissoudre, à vaporiser une bonne partie de la charge utile. Donc c'est... Et puis, je pense que les questions pour les problèmes de fiabilité vont se poser là aussi. De toute façon, on n'a aucun retour d'expérience sur ces dispositifs-là, donc aujourd'hui, ça me paraît plus qu'hasardeux. Quant à la transmutation, c'est quelque chose qui est fiable sur... Oui. Elle parlait du projet Mira, notamment en Belgique. Donc si tu peux, tu as des idées là-dessus. Ouais. Alors, il y a plusieurs façons de faire. C'est soit dans des réacteurs à neutrons rapides type Phoenix, Super Phoenix, Astrid, soit dans des réacteurs, on appelle ça sous-critiques, pilotés par accélérateur. C'est-à-dire que c'est un accélérateur de particules qui sert à fournir les neutrons qui font tourner la réaction en chaîne. Ça, c'est le cas de Mira, le projet Mira. Ces réacteurs à neutrons rapides, en fait, peuvent irradier à peu près n'importe quel isotope, n'importe quels atomes, et en changer la nature. Et en particulier, irradier le plutonium et l'uranium pour assurer les transformer tôt ou tard en matière fissile, pour pouvoir fissionner, et donc transformer en radioéléments à vie courte, tout en récupérant l'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qui, sur le papier, fonctionne très bien, qui, même dans la pratique, fonctionne plutôt bien. Donc c'est plutôt bien pour transformer le plutonium et d'autres, on appelle ça des actinides, donc c'est des noyaux plus lourds que l'uranium. Donc il y a le plutonium, il y a l'américium, il y a le curium, il y a le neptunium. C'est quelque chose des isotopes qu'on peut éventuellement extraire et irradier en réacteur type Mira ou type Phoenix pour en tirer l'énergie et pour les transformer en radioéléments à vie courte. Par contre, les radioéléments à vie courte, et quand je dis vie courte, ça va se compter en digestion sur quelques siècles ou quelques millénaires quand même. Donc on va gagner 2 ordres de grandeur sur le temps, mais on ne pourra pas s'affranchir d'une gestion à long terme, c'est-à-dire long au-delà de la perspective humaine. Merci. Camilo, tu entends donc à nouveau, c'est ça? Oui, là je suis passé au portable. Tu as été coupé quand on te posait la question de la situation au Costa Rica et de ce que représenterait le nucléaire, et tu es en train de parler de l'exploitation de l'hydraulique là-bas. Oui, donc je ne sais pas si tu veux terminer. Oui, on a une production assez importante d'énergie hydraulique, même pour l'exportation. On a déjà un centre de recherche nucléaire. Du coup, il nous faudrait une autorité de sûreté nucléaire, plus un intérêt de passer au nucléaire, donc d'acheter des réacteurs. D'ailleurs, ça pose la question là de Chirine, peut-être si tu as ton micro, tu veux ouvrir ton micro et poser ta question. D'ailleurs, tu peux l'étendre à tous les pays, je pense. Tous les pays sont à des niveaux différents, mais la France a un niveau de production d'énergie nucléaire quand même top. Combien de temps il faudrait pour qu'un pays pauvre puisse s'équiper au niveau français par habitant, quoi? Terawatts par habitant.
Si vous n'avez pas entendu, donc c'est combien de temps un pays pauvre pourrait mettre pour arriver au niveau de production nucléaire français? Bon, c'est une question très difficile à répondre. Déjà, c'est ce que je disais par rapport aux relations politiques qu'a la France avec le Niger, par exemple. Il faudrait qu'il y ait une coopération. Et cette coopération, et je pense on est bien loin d'être à ce point. Je ne peux pas répondre 10 ans ou 20 ans. Mais si je peux rajouter quelque chose, c'est que si on parle de transition depuis des régions qui sont très très pauvres, c'est-à-dire pour développer le nucléaire là-bas, il y a un problème en fait déjà sur l'infrastructure, parce qu'on peut pas déployer des grosses unités, et même souvent par endroits, en fait, même les SMR, les petits réacteurs modulaires, en fait, rien qu'une seule unité qui doit faire 100 MW, peut-être c'est déjà trop. Le réseau est pas prêt à accueillir ça. Donc ce qu'il faut, c'est pas que le nucléaire, en fait, il faut évidemment toute l'infrastructure qui va avec, et l'infrastructure électrique, et puis toute la chaîne logistique qui va avec l'exploitation du nucléaire. Et le combustible, c'est sans doute le plus compliqué, mais il y a aussi tout le reste. Mais Pour que ça- dans un pays qui a, à ma connaissance, un fort potentiel hydraulique comme le Niger, rapport au fleuve du même nom, je pense que réussir à exploiter ce potentiel-là, ça forcerait ça conduirait, on va dire, ça nécessiterait une certaine stabilité politique qui serait une bonne garantie, et ça forcerait à développer un système électrique et un réseau de transport qui serait la première étape pour envisager ensuite de passer à du nucléaire, à mon avis. Alors, on avait d'autres questions. Peut-être, alors c'était qui? Rémi? Sur Euratom. Rémi, si tu as ton micro. Oui. Ouais, parce qu'en fait, j'avais vu passer la question d'Euratom qui avait été créée dans les années 70, je crois. Et donc, je me posais la question en fait de à quel point il y a déjà eu une tentative sérieuse de nucléariser l'Europe, et de faire qu'il n'y ait pas que la France qui ait sérieusement ces compétences-là. Voilà, est-ce qu'il y a eu une tentative sérieuse? Est-ce que ça a été sabordé? Qu'est-ce qu'il en est? Euratom, c'est les années fin 50, en fait, ça date de la construction européenne. C'est un des 2 traités fondateurs, en fait, de l'Union européenne. Et en fait, oui, ça s'est plutôt bien fait dans cette époque-là, parce qu'il y a quasiment tous les pays d'Europe de l'Ouest, enfin du bloc de l'Ouest à l'époque, qui ont développé le nucléaire. Je cherche dans les exceptions, il va y avoir le Danemark, la Norvège. Alors l'Autriche, mais c'est difficile. L'Autriche, ils ont commencé à développer le nucléaire, puis ils se sont arrêtés avant d'avoir fini le premier réacteur. Mais il y a quasiment tous les pays d'Europe à l'époque, dans les années 60-70, ont eu un programme nucléaire. Il y a les Balkans, c'était même déjà plus le bloc de l'Ouest en même temps, mais vraiment pas beaucoup d'exceptions. Mais ça n'a jamais pris l'ampleur française, quoi. Non. Entre autres parce que les populations se sont très vite révélées très anti-nucléaires. C'est le cas de l'Autriche, c'est le cas de l'Italie juste après Tchernobyl. Soit parce qu'il y avait d'autres ressources énergétiques, hein, comme le charbon en Allemagne, comme le gaz en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Norvège, l'hydraulique en Norvège, en Suède. Enfin, je parle beaucoup de la Norvège alors que c'est pas l'Union européenne, mais ça reste un pays très proche. L'hydraulique également au Portugal. En Espagne, je sais pas pourquoi ça s'est arrêté si tôt en Espagne. Mais dans l'ensemble, oui, non, la France c'est clairement l'exception. Ok, merci. Il y avait une question de Nayosh. Est-ce que tu veux prendre le micro? C'était surtout sur les pistes pour récupérer l'uranium de l'eau de mer. Alors ça, c'était plus une question pour les chercheurs, ça, non? Je sais que c'est très avant-gardiste encore. Nayosh a plein de questions d'ailleurs. Non, moi, je sais que c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas rentable en termes, enfin difficile, non pas rentable, je crois même en termes d'énergie qu'il faut pour extraire l'uranium et pour le récupérer, sauf à passer par des réacteurs surgénérateurs qui sont pas encore industrialisés. C'est également pas rentable économiquement. Alors il y a un peu de recherche qui se fait, des pistes intéressantes, mais en gros l'uranium aujourd'hui sur le marché ne vaut pas grand-chose, même si depuis 1 an ça grimpe. Mais en tendance, l'uranium vaut très peu d'argent et du coup, ça stimule pas du tout la recherche et le développement dans les méthodes d'extraction.
ne serait-ce que les méthodes conventionnelles et encore moins pour les choses un peu exotiques comme l'eau de mer. D'ailleurs, Camilo, tu en avais parlé dans ta présentation à un moment. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, il a raison, Tristan. La question de l'argent, c'est le plus important pour cette situation. C'est vrai que l'uranium, il est pas très cher. S'il était plus cher, on serait bien plus avancé par rapport aux technologies. Et oui, moi j'ai parlé de l'océan sachant que c'est vraiment difficile niveau extraction, mais il y a aussi la Lune. Donc en fait, c'est plutôt pour dire que les ressources ils sont là, plus que pour la facilité d'extraction. Oui, donc tu penses que extraire sur la Lune, c'est rentable aussi à un moment ou? Non, mais je parle des ressources. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'il n'y a pas assez de ressources et que du coup, il faut diminuer. Mais non, les ressources, ils sont là. Il y a aussi une question de s'organiser. Si on s'organise et on fait les choses bien, on peut tout faire. Pour le moment, c'est impossible à cause de l'argent. Un exemple tout bête, c'est depuis, je dis trop de 3 ans parce que je suivais pas avant peut-être, hein, mais on a tendance à fermer des mines d'uranium ou des extractions d'uranium qui ont encore de la ressource, mais juste parce qu'on n'arrive pas à les rentabiliser parce que l'uranium ne vaut pas assez. Donc pour le moment, on a plus de ressources qu'on ne peut en commercialiser concrètement, quoi. Et pareil avec le thorium. Le thorium, il est considéré comme un déchet. Et on pourrait bien avoir plein de réacteurs au thorium maintenant, mais on ne les a pas. Et le thorium, il vaut exactement 0 euros. Apparemment, il y a Reminovitch qui voulait intervenir sur cette question des ressources rapidement, si possible. D'accord. Alors, je voulais dire, on va commencer par la sémantique. Ce qu'on appelle ressources naturelles, c'est effectivement les ressources qu'on tire de la nature, mais elles ne sont absolument pas naturelles. Les ressources naturelles exploitables, c'est ce que l'on sait économiquement exploiter. Ça ne tient pas compte des réserves d'atomes. Donc, par exemple, si vous prenez, alors je vais prendre un exemple autre, l'or, on a exploité 165 000 tonnes. Aujourd'hui, on arrive au bout de ce qu'on appelle les ressources naturelles. Si l'on prend rien que l'or dissous dans l'océan, il y a 20 milliards de tonnes. Donc, vous voyez l'écart qu'il y a entre les ressources réellement exploitées et les ressources qu'on pourrait exploiter. Si vous mettez en technologie de l'époque romaine, aujourd'hui, aucune mine ne serait exploitable quasiment. Deuxième sujet, donc les ressources, c'est à chaque fois de l'imagination, de l'invention humaine, en fait, des nouvelles technologies. Et pour s'en convaincre, je vous propose de prendre l'exemple. L'homme le plus riche du monde au XVIIe siècle était le roi du Siam. Il avait une vaisselle. Est-ce que vous pourriez me dire en quel métal était cette vaisselle? Allez, petit jeu amusant. En argent. En Petit joueur. aluminium, dit Nayosh. J'ai un type qui souffle. Bravo Nayosh, t'as gagné. En aluminium, ouais. Tout à fait. L'aluminium était à l'époque le métal le plus rare de la Terre. Pourquoi? Ma considération, Nayosh. Pourquoi? Parce que l'aluminium à état natif n'existe pas sur Terre. Il faut il faut pour le synthétiser, entre guillemets, devait être considérable pour l'époque. Enfin, on le synthétise pas, il faut l'extraire de la bauxite. Voilà. Mais justement, et c'est là justement, il y a quelqu'un à un moment qui a trouvé le truc pour l'extraire de la bauxite, et donc l'aluminium est devenu un métal quasiment aussi abondant que le fer dans nos ressources économiques. Et il y a plein de choses comme ça qui attendent d'être développées, mais ça suppose de passer des seuils qu'on n'a pas passés aujourd'hui. Et la question des ressources, je vais finir là-dessus. Si vous lisez Les Mystérieuses de Jules Verne, vous apercevez qu'en fait, à chaque fois qu'on a un cycle Kondratiev, donc tous les 50-60 ans, vous avez la même question des ressources qui réémergent, où tout le monde dit il n'y a pas assez de place sur Terre, on est trop nombreux, il n'y a pas assez de ressources. À l'époque de l'île mystérieuse, c'était le charbon. Tout le monde avait peur qu'il n'y ait plus de charbon vu la vitesse à laquelle on a exploité. Au final, on a fini par exploiter du pétrole. Donc voilà la solution sur la ressource. Merci. Alors, Cyprien, tu as repéré une autre question ou pas? Non, j'ai pas vraiment repéré d'autres questions. Je voulais moi-même, par contre, demander. Bah, vas-y, si tu as quelque chose. Sinon, j'avais une question pour Tristan. Il y a une question de Philippe PP. Je veux bien qu'il la pose à l'oral, juste rapidement sur les négawatts.
Il est mute de force, lui, faut le penser. Il est muté de force, alors oui, parce qu'il a pas démuté assez. Ouais, non, c'est bon, ça y est. C'est parce qu'en fait, le téléphone était dans la poche, il s'est démuté tout seul. Vous m'entendez bien? Alors, posez votre question, oui, sur les watts négatifs. Oui, en fait, ma question, est-ce qu'il n'est pas prioritaire de diminuer nos consommations au lieu d'augmenter constamment l'offre? J'ai bien aimé l'analogie là, avec le feu tout à l'heure en début de... Alors, on a inventé le feu, on peut inventer tout le reste. Donc voilà, est-ce qu'effectivement, il n'est pas prioritaire de diminuer les consommations du monde occidental qui sont les plus importantes par rapport à nos ressources, nos façons d'utiliser les ressources. Alors après, croire que les ressources sont inépuisables, c'est effectivement ce qu'ont toujours cru les générations passées. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux et ça devient de plus en plus complexe. Le pétrole, c'est le prix d'une bouteille de Perrier. Donc, on peut y croire, mais on peut essayer peut-être de se dire, si on n'y arrive pas, on peut peut-être anticiper autrement. Voilà un peu deux questions mêlées, pardon. Est-ce que Camilo, toi qui mettais carrément l'antimatière comme à la portée de l'être humain, tu veux répondre? Non, franchement, je peux pas répondre. Est-ce que toi, tu veux y aller? Ouais, je remets juste mon image, je mets mon écran en partage là. Cette image que je présentais tout à l'heure sur le mix énergétique français, donc il faut regarder les années récentes. Hein. Ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir quelque chose comme 40% de pétrole, 15% de charbon et surtout de gaz, et puis 50% de nucléaire et de renouvelables. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut baisser la consommation totale, la consommation par habitant. Mais du coup, faut baisser par le bas du graphique, donc notamment taper sur le pétrole puis sur le gaz, et finir d'achever le charbon, mais ça c'est presque marginal aujourd'hui. Et en partie aussi, il va falloir substituer une partie du pétrole et du gaz. On va pas pouvoir juste réduire pour moi, mais aussi remplacer par autre chose qui sera probablement sous forme électrique. Donc oui, je pense qu'il faut baisser une consommation d'énergie, mais je pense que ça passera aussi par une augmentation de la consommation électrique. Et donc se poser la question de comment on la produit. Pardon, je ne vois pas le schéma, mais bon, de mémoire, on a 15% de l'énergie en France, je crois, ouais, 25% maximum qui est d'origine nucléaire. Tout le reste, c'est du gaz, du pétrole, des matières premières. Ça dépend si on parle en énergie primaire, en énergie finale, mais en énergie primaire, c'est-à-dire la totalité de l'énergie consommée d'une manière ou d'une autre ou perdue en France, le nucléaire, c'est 45% à peu près. Oula. Oui, donc ça veut dire que dans ton schéma, Tristan, tu as intégré la chaleur perdue dans les tuyères nucléaires là. Dans les tuyères nucléaires, dans les moteurs à essence, dans les chaudières à gaz, c'est vraiment toute l'énergie qui est consommée par le pays, pas qui est utilisée. C'est-à-dire, par exemple, effectivement, l'électricité qui est amenée des centrales nucléaires, on sait qu'à peu près, je crois, il y a la moitié qui est perdue dans le transport. Non, c'est 5% à peu près qui est perdu, ça. Combien? 5% à peu près qui est perdu dans le transport. Ce qui est le plus perdu, c'est dans les cheminées, là où on refroidit le circuit, le dernier circuit. Oui, c'est ça, c'est la machine thermique, comme dans les moteurs à essence ou diesel. L'essentiel de l'énergie du carburant, elle part à l'échappement, et c'est pareil dans certains nucléaires en moins grande proportion. L'essentiel de l'énergie qu'on consomme, c'est de la perte, et ça c'est un peu triste, mais oui. Et il n'y a pas des projets de cogénération nucléaire, c'est-à-dire pour récupérer cette chaleur et la réutiliser, faire des réseaux d'eau chaude? Pas en France, mais ça existe déjà à quelques endroits en France, et ça existe dans d'autres pays. Par exemple, la centrale de Gravelines qui est dans le Pas-de-Calais, les eaux tièdes qui sortent de la centrale sont utilisées pour réchauffer le méthane liquide, le gaz naturel liquide qui arrive au terminal méthanier, par exemple. On va revenir sur la sûreté nucléaire. Je ne sais pas, les gens sont peut-être un peu... on parlait tout à l'heure des attentats. Quid des piscines de stockage qui ne sont pas du tout protégées en France et ailleurs? Alors si, elles sont protégées, mais elles ont été conçues à une époque où le risque terroriste était beaucoup moins grand. Donc ça n'a pas été intégré dès la conception. Donc la protection vient plutôt par l'extérieur d'une certaine façon. Donc c'est-à-dire qu'elle repose beaucoup sur la
la surveillance, les moyens d'intervention, les moyens de remédiation, c'est-à-dire en cas d'attaque, comment on fait pour s'assurer qu'il y ait toujours de l'eau dans la piscine, plus que par des moyens. Aujourd'hui, si on construit une nouvelle piscine, on va la construire dans un bunker, basiquement. Parce que vraiment, dès la conception, on va prendre en compte le risque, alors que dans les piscines existantes, on est plutôt en train d'essayer de limiter et d'en gérer les conséquences, limiter à la source et limiter les conséquences une fois qu'il se produit, plutôt que de s'en protéger directement. Limite à la source, quand les bases d'intervention des mirages sont parfois à 15 minutes d'intervention ou voire une demi-heure, ça commence à être compliqué, quoi. Ouais, mais faut se dire qu'une piscine de centrale nucléaire, ça fait à peine la largeur d'une piste d'aéroport. Donc un avion qui voudrait la percuter en plein vol aurait une phase d'alignement et d'approche qui dégage le temps nécessaire à une intervention. Ou alors si brutalement il quitte sa route, la route qu'il était censé suivre pour attaquer en piqué la centrale, il y a très peu de chances qu'il touche avec une précision suffisante. Et s'il n'a pas une précision suffisante, il ne fera pas les dommages qu'il faudrait. Les tours du World Trade Center étaient un peu plus moins volumineuses. C'est beaucoup plus large et beaucoup plus haute. Pas beaucoup plus large. Ah si, bien sûr. Ça doit faire quoi 10 mètres de large, une piscine de combustible de centrale de réacteur nucléaire. Ok. Luke Skywalker, il pourrait très bien la viser. Un bon pilote pourrait la viser de toute façon, mais en prenant le temps de suivre la tranchée pendant les 20 minutes de film qui précèdent. Je dis ça métaphoriquement, mais c'est ça en fait. Là, c'est dans les deux. Oui, sauf que Oui, Philippe, on veut aussi laisser parler d'autres personnes. Il y avait Vincent, je ne sais pas s'il est encore là, Vincent de Toulouse, qui voulait sûrement poser une question, puisqu'il a aussi écrit un article, enfin un bouquin sur le nucléaire. Si tu avais une question. Bonjour, vous m'entendez? Oui, ça va. Ouais. Non, le premier commentaire que je faisais, c'était au tout début, quand il était question de l'acceptation du nucléaire, ou de l'inacceptable nucléaire. C'était juste pour dire que quand, en 2008, j'ai publié un bouquin sur le nucléaire, quand je travaille dessus en tant que journaliste. Et j'étais moi-même anti-nucléaire, en fait, avant d'attaquer le bouquin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on me l'a commandé. Et à la fin, je n'étais pas du tout anti-nucléaire, mais j'avais surtout appris beaucoup de choses, et notamment que on a l'habitude d'avoir des débats pour ou contre le nucléaire avec, soi-disant, des pro-nucléaires et des anti-nucléaires. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Dans le monde réel, il y a des pro-nucléaires, c'est-à-dire des gens qui sont raisonnablement, rationnellement pour le nucléaire. Donc, j'y mettrais des gens comme toi, tout ce qui est chercheurs, ingénieurs, des gens qui ne passent jamais à la télé. Il y a les antinucléaires, donc on les connaît. Et puis il y a les nucléocrates, c'est-à-dire ceux qui font de l'argent avec l'industrie. Et qui, eux, ont besoin qu'il n'y ait pas d'investissement pour faire de l'argent. Et en ne faisant pas d'investissement, ils sont bien contents que la population soit contre le nucléaire. Donc en fait, ils ont les mêmes intérêts que les antinucléaires. C'est ça que j'avais découvert en faisant des interviews. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, en fait, c'était sur la notion de consommation d'énergie. Je trouve que la question, elle omet le fait qu'il n'y a pas que des TEP, des tonnes équivalent pétrole, quand on fait de l'énergie. Il y a une qualité d'énergie, c'est-à-dire que des isotopes médicaux ne pourront jamais être fabriqués par de la combustion de pétrole. Donc la question, c'est pas tant combien d'énergie on veut, mais quelle qualité d'énergie et pour combien de milliards d'êtres humains. Voilà. Bon, j'ai rien de particulier à répondre à ça, c'est plus des remarques d'ordre global. Juste sur la notion de pro et anti-nucléaire, ce que je trouve très regrettable, c'est que les anti-nucléaires qui font des reproches, des attaques qui sont parfois justifiées ou légitimes en tout cas, qui a des inquiétudes légitimes, n'y voient pas une manière d'améliorer la filière, d'améliorer la sûreté, d'améliorer l'industrie,
mais des motifs d'opposition. Et du coup, il se débrouille pour être le moins constructif possible avec des problèmes qui mériteraient d'être traités sérieusement. Moi, les remarques, ces remarques-là, ça me fait penser surtout à la question de la sûreté. Et je poserai cette question à Tristan, parce que j'avais entendu que, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais que la sûreté nucléaire, c'est un très bon business, et que vu qu'on veut maintenir le status quo des réacteurs et qu'on veut dire que les réacteurs ils sont sûrs parce qu'on a plein de systèmes de sûreté, est-ce que c'est une raison pour laquelle ça avance peu? Parce que la sûreté, c'est un bon business. C'est ma question, Tristan. Je sais pas qui va dire que c'est un bon business. Le seul côté bon business que je vois, c'est que quoi que tu fasses en tant qu'exploitant ou en tant que concepteur, les autorités de sûreté et les gens de la sûreté vont te proposer comment améliorer toujours. Donc en fait, si tu écoutes la sûreté, il y a en permanence des investissements et des modifications à apporter, des coûts à engager, qui sont du coup probablement rentables pour les entreprises qui conçoivent les matériels, pour les gens qui les installent. Mais pour les exploitants nucléaires, la sûreté, c'est pas du tout un bon business. Et nous, en tant qu'ingénieurs, c'est souvent quelque chose qu'on doit faire. C'est justifier auprès de l'exploitant en quoi notre suggestion, notre exigence de sûreté même, est justifiée, parce que pour lui, ça va avoir un coût, soit un coût direct parce qu'il doit investir dans ceci ou cela, soit un coût indirect parce qu'il doit mettre l'usine à l'arrêt pendant une semaine, un mois, 6 mois pour faire les modifications. D'accord, mais si par exemple, si moi j'ai un EPR et il y a quelqu'un qui veut acheter cet EPR, il va payer très cher parce que mon EPR, il doit être très sûr. Et donc, moi je suis content de vendre cet EPR si cher parce qu'il a beaucoup de sûreté. C'est pas ça? Oui, Est-ce et que ça aussi, après, c'est une question de savoir ce que veut le client. Est-ce qu'il veut le plus sûr possible, qui est probablement le PR ou peut-être l'APML américain, dans ce cas, il y met le prix. Ou est-ce qu'il veut quelque chose de plus philosophie années 80, on va dire, qu'il aura évidemment pour moins cher, mais il aura ce pourquoi il a payé, quoi. Après, c'est une question beaucoup quelles sont les attentes des politiques qui sont les clients finalement, hein, et dans les démocraties, du coup, quelles sont les attentes de la société civile qui a placé le politique au pouvoir. Est-ce que la société civile veut vite construire un mix électrique pour remplacer le charbon ou pour suivre sa croissance économique? C'est le cas des pays émergents ou des pays d'Europe de l'Est, par exemple. Ou est-ce que la société civile veut remplacer son parc nucléaire par un nouveau parc nucléaire beaucoup plus sûr, qui serait le cas de la France? Bon, les choix vont pas être les mêmes et les financements qu'il va falloir sortir derrière sont pas les mêmes non plus. Alors Tristan, tu parles de sûreté, il y a la question de Rémi qui demande quel levier ou événement pour retrouver la confiance de l'opinion dans le nucléaire. Alors je crois que la sûreté, ce qui fait le plus peur aux gens, c'est les accidents nucléaires. Comment tu réponds à Rémi qui demande les leviers ou événements pour qu'on puisse passer le cap? Alors, mon opinion là-dessus n'est pas du tout partagée par les professionnels de la communication de la filière. Mais pour les accidents, on ne pourra pas forcément rassurer beaucoup les gens, je pense. Aujourd'hui, on a montré qu'en France, ça fait 50 ans qu'il y a le nucléaire, qu'il n'y a pas eu de gros accidents. Si à partir de là, les gens ne sont pas rassurés, pour les rassurer, il faut rentrer dans un niveau de détail qui est trop complexe ou trop chronophage. Moi, je pense que c'est surtout rassurer sur les déchets, qui fait partie des sujets qui effraient le plus les Français. Alors que la gestion des déchets en France, à court et à long terme, elle est facile à expliquer, à montrer qu'on sait faire à court terme, qu'on sait ce qu'on va faire à long terme, et qu'il n'y a pas de raison d'être terrifié de placer les déchets comme un risque industriel majeur en France. Et pour moi, le gros levier pour gagner confiance, ce serait à ce niveau-là. Ce serait expliquer comment on fait et montrer qu'on sait faire. Parce que, alors, j'ai pas les chiffres en tête et je vais pas aller chercher maintenant, mais il me semble qu'entre le risque d'accident et la peur des déchets, en termes de perception par le public, on est à peu près au même niveau. Et le second paraît beaucoup plus simple à rationaliser que le premier. Merci. Et pour toi, tu parlais tout à l'heure de marketing en fait que faisait le nucléaire. Qu'est-ce qu'il y a c'est quoi les aspects de ce marketing et c'est quoi un nucléaire sans marketing? Alors, un nucléaire sérieux, ça ressemblerait à quoi? Ce serait un nucléaire où on laisse les gens de la sûreté faire le marketing.
Non, ce serait surtout de ne pas s'engager sur des promesses très séduisantes. Essayer d'être le plus juste dans nos propos, quoi, d'être mesuré, d'être franc, de ne pas faire dans le message trop simple et trop vendeur. Dire que le réacteur est intrinsèquement sûr, pour moi, c'est simpliste. Dire que la physique dire que sa petite taille le rend beaucoup plus sûr pour des raisons purement physiques, ça, c'est plus mesuré. Alors, c'est plus long à dire, c'est moins vendeur, mais c'est plus honnête. Et je veux pas qu'on puisse dire en 20, 30, 40 ans, ouais, on nous a baratiné sur le réacteur intrinsèquement sûr alors qu'il peut y avoir des accidents. Ça doit pas être possible. Tout à fait. Alors, tu dis qu'il faudrait en fait donner le marketing aux gens de la sûreté, mais je crois que ça se fait déjà. Il y a Oui, on serait d'horribles commerciaux. Hein. Non, mais il y a déjà des gens qui font de la pub du point de vue de la sûreté. Alors, je pensais à Daniel Hoyer du CEA, qui lui parle quand même de sécurité intrinsèque, donc je sais pas ce que tu vas encore répondre à ça. Parce qu'il parle de cœur liquide, et donc il dit un cœur liquide ne peut pas fondre parce qu'il est déjà fondu. Et ça participera en fait à l'acceptabilité sociale du nucléaire. C'est de dire aux gens, on fait quand même des machines qui ont des enveloppes physiques, qui ont des conditions enveloppes qui font qu'on sait qu'il y a certains problèmes qui ne pourront pas se passer, quoi. Ouais, on va dire super, il peut pas fondre parce qu'il est déjà fondu, bah génial. Bah, parce C'est-à-dire que du coup, la moindre Ouais, fuite c'est- pourrait devenir un accident grave, pas besoin d'avoir une fusion du cœur. Pour moi, c'est un très mauvais discours qui est tenu là. Pour tout dire, je bosse dans l'industrie du cycle du combustible où on a des matières nucléaires sous forme liquide. Et du coup, on a toutes nos installations qui sont tournées autour de empêcher les fuites, gérer les fuites, et aussi éviter l'ébullition, qui serait encore plus grave qu'une fusion au final. Donc, non, le coup de c'est liquide, donc c'est sûr. C'est typiquement, quand je disais un discours mensonger qui risque de se retourner contre nous, pour moi, c'est typiquement à ça que je pense, tu vois. Ouais, d'accord. Donc il faudra le faire accepter. Tu penses qu'il faut faire accepter finalement le risque d'une manière ou d'une autre, Ouais. et puis aller quand même vers le nucléaire. C'est comme ça que tu le vois. C'est ça, ouais. Pour moi, nier le risque, c'est le meilleur moyen de perdre ou de pas récupérer la confiance. Ouais. C'est comme les vaccins, il y a bénéfice-risque. Oui, tout à fait. Alors justement, je voudrais poser peut-être la question de Nayosh en termes de risque. Enfin, c'est pas un terme de risque, c'est le photovoltaïque et l'éolien ont-ils des avantages sur le nucléaire? Donc je rajoute, est-ce qu'il y a un risque à passer à plus de photovoltaïque et d'éolien et moins de nucléaire? Alors, ils ont 2 gros avantages, allez 3. Il y en a un, c'est que c'est beaucoup plus populaire, beaucoup plus vendeur. Donc, c'est un risque qui est très peu technique, mais en vrai, ça compte. Hein. Et les autres, c'est qu'il coûte peu cher à installer, même si après, les coûts du système, c'est tout un sujet à part entière, mais il coûte peu cher à installer et il s'installe très vite. Et donc, notamment pour très rapidement remplacer une partie d'un mix charbon ou gaz, c'est très efficace, là où le nucléaire aurait un effet qui est plus conséquent, mais plus retardé. Donc en ça, par exemple, la transition énergétique que fait la Grande-Bretagne depuis quelques années, en l'espace de même pas 10 ans, peut-être 5 ans, ils ont quasiment supprimé le charbon de leur mix électrique en remplaçant à fond par de l'éolien et du gaz. Oui, il reste du gaz, mais mine de rien, en termes de pollution et de CO2, ça a énormément baissé. Et puis, dans un deuxième temps, ils viendront faire du nucléaire pour remplacer le gaz. Et à ce titre-là, l'éolien, ça a été très très utile pour limiter le recours au gaz. Alors, je dis éolien parce que c'est la Grande-Bretagne qui fait froid, qui fait nuageux et qui a du vent. Dans d'autres pays, ce serait plutôt le solaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à long terme de aussi reposer sur des énergies peu denses, donc qui sont moins efficaces et donc qui ne pourront pas remplacer aussi toute la partie non électrique justement, qui est quand même très conséquente et qui est beaucoup basée sur l'utilisation de la chaleur finalement? Faut y recourir en ayant conscience des limites, pas les nier, pas se dire c'est l'alpha et l'oméga qui fera tout le mix électrique, tout le mix énergétique même. Parce que là, effectivement, il y a le risque de s'enfermer dans une solution qui n'est pas viable et du coup de ne jamais régler les problèmes de dépendance au pétrole, au charbon, au gaz. Oui. Ou alors les régler au prix de d'autres problèmes comme un réseau électrique pas fiable avec des coupures courantes ou des choses comme ça.
Camilo, une suggestion peut-être là-dessus? Oui, ça dépend beaucoup de la région, du pays, quels sont les besoins du pays. Comme tu dis, la ressource en chaleur, si un pays a besoin de produire une industrie, d'avoir une industrie, de renforcer l'industrie, ben c'est vrai que les renouvelables sont un peu compliqués. Mais quand on parle de risque, je ne vois pas pourquoi on parlerait de risque à comparer avec l'énergie nucléaire. C'est très très différent, les risques. Ouais, c'est un risque d'avoir pas une énergie abondante, stable. Là, quand on en a besoin, c'est un risque de pénurie finalement. Oui, on peut voir le cas de l'Allemagne, par exemple. Ouais, le risque, c'est de croire que l'éolien ou le solaire ou les deux peuvent être un substitut au nucléaire, alors ils réalisent pas la même fonction, ils réalisent pas le même service, ils peuvent venir en plus ou à côté pour d'autres usages, mais c'est pas des substituts et le croire, ça c'est s'exposer à des. Bah, c'est comme penser que l'homéopathie est un substitut au médicament, quoi. Ça a un effet, mais qui est pas le même. Et c'est quoi votre mix idéal énergétique, hein, c'est-à-dire électrique plus chaleur? J'en ai un différent par pays, donc il y a pas de mix idéal universel pour moi. Idéal, c'est pas le fossile. Après le reste, tu fais ce que tu veux selon ce qui marche. Il n'y a pas cette idée d'avoir une base nucléaire assez forte et ensuite des choses par-dessus? Dans nos pays, sous nos latitudes, dans nos pays, oui. Après, on parlait beaucoup d'Afrique tout à l'heure, qui n'ont pas encore des grosses industries, des infrastructures réseau fiables. Avoir des tas de micro-réseaux alimentés, même de manière intermittente par du solaire ou de l'éolien, très bien, pourquoi pas. Des pays qui ont beaucoup d'hydraulique peuvent fonctionner en parfaite synergie avec l'éolien ou le solaire, n'auront pas besoin de nucléaire. Des pays nordiques comme la Suède auront besoin, ou comme nous même en fait, hein, auront besoin, oui, certaines fournitures en nucléaire pour assurer une production constante et d'autres choses en complément et qui peuvent être tout un tas de mix différents. Il n'y a pas de vraiment, tout dépend à la fois des pays, donc des régions au sens géographique, et des évolutions futures aussi, hein. Camilo, tu as une idée sur le meilleur mix énergétique que tu voudrais ou qu'il faudrait dans tel ou tel pays? Non, je suis tout à fait d'accord avec Tristan. Ça dépend énormément de la région. Et il y a aussi la question je ne sais pas comment on dit en français, le load following. Le suivi de Et charge. le suivi de charge en France, c'est fait de façon très, très correcte. Mais il y a cette idée que l'énergie nucléaire, elle a du mal à suivre la charge. Et donc, ça complique les choses. Mais il faut toujours avoir un mix. On ne peut pas dépendre d'une seule ressource. Ça, Tristan, tu confirmes l'idée que la charge, en fait, n'est pas modulable rapidement? C'est pas qu'elle l'est pas, c'est que le fer, ça a un coût. Une production nucléaire qui fonctionne ce qu'on appelle en base, donc à pleine puissance en continu, sera beaucoup plus compétitive qu'une production nucléaire qui fonctionne en suivi de charge, parce que à investissement égal, la production sera moins grande, donc ça augmente mécaniquement le coût du kilowattheure, et parce que devoir faire du suivi de charge, ça pose des contraintes de technique, de sûreté, de durabilité des équipements, qui ont aussi un coût. Donc, comme dit Camilo, c'est compliqué parce que c'est compliqué, on sait le faire, mais du coup, ça a des conséquences sur le coût du kilowattheure. Et ouais, le nucléaire, c'est optimal pour fonctionner à pleine puissance en permanence. Et c'est pour ça que je disais qu'on pouvait produire plus de ce dont on avait besoin. Et je peux comparer, par exemple, au système de transport, où un réseau de transport, c'est pas un bon business par définition, mais c'est un service sans lequel la société ne pourrait pas marcher. Donc, à mon avis, il faudrait considérer l'énergie comme la RATP. Un pur service public. Ça, c'est sympa. Alors, on a encore 5 minutes avant peut-être d'aller dans les salons et d'avoir une discussion un peu plus informelle. Il y avait une question de Christine qui parlait
en fait, de savoir si pour faire de l'hydrogène propre, c'est mieux d'utiliser du nucléaire ou d'autres choses. T'es peut-être plus au fait là-dessus, Camilo? Par exemple, au Costa Rica, on développe des technologies enfin, des méthodes pour faire de l'hydrogène avec du solaire. Donc, le fait que le solaire il est intermittent, ça fait que on peut stocker des ressources comme l'hydrogène et sans avoir à résoudre la question de l'intermittence. Donc, oui, il y a des méthodes qui peuvent être adaptées selon la région, mais après, si on pense à la production d'hydrogène par le nucléaire, soit on produit de l'électricité pour produire de l'hydrogène ce n'est pas efficace, soit on utilise la chaleur du nucléaire pour la production d'hydrogène. Mais pour ça, il faudrait penser à un réacteur ou un système de nucléaire qui soit adapté à la production d'hydrogène par la chaleur. Et ça, je pense que ça n'existe pas encore. Ou si ça existe, je ne connais pas trop. Mais Sur les nucléaires en construction en Grande-Bretagne, il est prévu d'avoir d'avoir la possibilité de faire des soutirages de vapeur à différentes valeurs de température pour en faire ce que bon nous semblera. Mais je crois que pour l'hydrogène, il faut monter à des températures beaucoup plus hautes, pour lesquelles les seuls réacteurs qui existent sont les prototypes de petite puissance, quoi. Alors, j'ai vu qu'il y avait un projet qui s'appelle Fidelio, qui est dans le sud de la France, si je crois bien, et qui est cette idée de faire de l'électrolyse à haute température. C'est-à-dire qu'on va électrolyser la vapeur d'eau qui est à 600 ou 700 degrés. Et donc ça augmente beaucoup les rendements. Donc évidemment, avec la chaleur nucléaire, ça peut... Mais bon, c'est vrai, comme tu dis, Tristan, ça dépend de là où tu la soutires. Ouais, si tu veux du 600 degrés, en fait, avec des réacteurs à eau pressurisée comme on a actuellement, c'est pas possible, parce que l'eau en sortie du cœur, elle est à 340 degrés à peu près. Donc il faudra des réacteurs qu'on appelle alors, il y a plusieurs designs, soit des réacteurs de 4e génération, en fait, qui permettent, eux, d'atteindre une température beaucoup plus élevée. Mais qui aujourd'hui sont soit pas matures industriellement, soit trop coûteux, soit trop complexes pour être... Enfin, ouais, ils sont pas matures ou trop coûteux, quoi. Alors, ce qu'on va faire, donc là, on arrive à la fin de l'émission. On va vous laisser, donc Camilo et Tristan, un mot de conclusion sur quelque chose que vous voulez peut-être, disons, préciser par rapport à ce que vous avez déjà dit. Et puis ensuite, on ira donc dans les salons pour discuter de façon informelle. Camilo, si tu veux commencer. Oui, je pense que la question du départ par rapport à sûreté intrinsèque, c'est vrai que moi je disais pas ça pour nier les risques, mais surtout pour dire que si on utilise la physique et si on est plus intelligent dans la façon dont on fait les choses, la question de la sécurité, elle devient plus facile. Et je dis pas ça pour vendre une idée, mais par exemple, les centrales qu'on utilise aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont on dépend de la physique pour qu'elle soit sûre. Et sans la safety by physics, il y aurait plein de choses qu'on pourrait pas maîtriser. Donc, oui, moi, je faisais pas du marketing, mais l'idée d'utiliser des mécanismes plus intelligents, il faut faire ça. On sait comment faire des choses qui sont physiquement plus sûres. Merci. Merci, Camilo. Moi, mon mot de la fin sera plus sur une question politique et industrielle. C'est qu'aujourd'hui, on arrive à une période un peu charnière de l'histoire de l'énergie en France, parce qu'on aura un parc nucléaire dont les premiers réacteurs vont arriver en fin de vie dans le courant de la décennie, que ce soit des fins de vie politiques, parce que les élus, nos dirigeants auront décidé que le réacteur doit s'arrêter, ou des fins de vie pour des raisons techniques ou économiques. Et ça risque de s'enchaîner très très vite avec beaucoup de réacteurs qui vont s'arrêter dans un délai assez rapproché. Et donc leur remplacement
à mes yeux, par du nucléaire, mais peu importe par quoi on les remplace, va être très très lourd d'enjeux, de challenge dans des délais très courts. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête au niveau politique et citoyen, parce qu'il va falloir anticiper le plus possible les décisions, c'est-à-dire en fait idéalement dès cette année, concrètement dès les prochaines élections présidentielles, le nouveau pouvoir élu devra se prononcer, devra prendre des décisions qui seront engageantes pour 50 ou 60 ans pour la filière nucléaire. Et pour l'énergie et donc pour l'industrie, la société française dans son ensemble. Excusez du peu. Voilà. Merci Tristan. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de dire que le parti Solidarité et Progrès, donc, que nous, en tout cas, on représente ici, est un parti pro-nucléaire. On a ça dans notre programme depuis pas mal d'années, hein, quand même. Plusieurs dizaines, voire centaines d'années, je dirais. Non, je déconne. En tout cas, on est prêt à se battre sur ce thème-là et à essayer de faire que les gens aient moins peur de la question et commencent à penser rationnellement sur ces enjeux. Donc, en tout cas, merci d'avoir accepté encore cette invitation, Camilo et Tristan, d'avoir montré un peu les réalités concrètes du terrain. Nous, on est aussi sur le terrain, donc militants très souvent. Si vous voulez nous rejoindre, on a des équipes militantes. Vous pouvez nous contacter sur ce serveur et vous pouvez venir avec nous militer auprès des gens et essayer de leur transmettre cette vision-là. Et on a aussi un dossier qu'on a appelé Attention à la fraude de la finance verte, parce que c'est tout ce milieu financier qui est aussi en train de prendre un peu le contrôle sur l'écologie et la transition verte, qu'il faut faire absolument attention. Donc, pour ceux qui gèrent le truc, là, vous pouvez mettre peut-être le lien, je ne l'ai pas là en tête. Et voilà. Et pour ceux qui sont sur notre serveur ce dimanche, on va lire l'Apologie de Socrate tous ensemble pour essayer de comprendre justement ce que c'est que la recherche de la vérité. Et c'est important, je pense, dans le débat énergétique, d'essayer de ne pas rester campé sur des positions, mais de tout le temps aller chercher la petite bête et de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui a du potentiel et qu'est-ce qui n'en a pas. Voilà, merci en tout cas à tous. Merci Cyprien aussi pour l'animation. Merci Benoît, merci tout le monde qui m'a écouté et bien sûr Tristan et Camilo. Voilà. Merci à vous. Donc, pour ceux qui veulent, donc il y a en dessous la rubrique salon, donc salon 1, salon 2, salon 3, dans lesquels on peut discuter un peu de façon libre. Merci à tous et à bientôt. Super, salut!